Yo tout le monde, on se retrouve dans une petite vidéo récapitulative. Enfin, c'est pas vraiment récapitulatif, j'ai essayé de donner un cours de TI en soi. Donc j'ai réalisé avec enfin un peu seul on va dire, un formulaire. Donc je sais pas, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit un formulaire pour inscrire des enfants à des activités. Donc on va mettre le prénom, le nom et la date de naissance. En dessous, on va mettre le sexe, donc ça sera une fille, parce que les filles d'abord, puis ou un garçon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre champ? Puis on va faire une liste d'activités qui va se générer automatiquement avec les tarifs. Puis un petit bouton valider. Et en dessous, on affichera les enfants 1/2, comme ça. Donc c'est parti pour faire de l'appuyer en pro. Euh, Tac. Donc si on a une belle page blanche. On va commencer avec nos balises de base. Donc ici on a un doc type, donc c'est pour spécifier le type de document, ça c'est explicite. Ici on a un document HTML, et plus précisément en HTML5. Comment est-ce qu'on sait qu'on sait du... Ah putain. Comment c'est que c'est du HTML5? C'est parce que c'est une syntaxe très courte, on écrit juste HTML pendant toutes les anciennes versions d'HTML, il y avait toujours des longs formats à écrire très chiants. Donc ici titre, on va mettre formulaire. On va essayer d'écrire le mot formulaire si c'est pas trop dur. Et on va directement spécifier l'encodage des caractères. Donc ça va permettre d'utiliser des accents, sinon on aura des problèmes d'encodage tout simplement. Ici, vous pouvez voir que j'ai directement fermé la balise au lieu de fermer comme la balise titre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une balise orpheline. Donc, enfin, normalement, c'est pas correct de dire orpheline du point de vue technique vu qu'elle a des parents. Donc le parent de la méta, c'est le head, et le parent de head, c'est HTML par exemple. Mais je sais pas, il faudrait peut-être dire balise stérile ou trouver le nom que vous voulez, parce qu'on ne peut pas lui donner d'enfant. Enfin bref, sur ma jolie jeu de mots, je vais attaquer les autres balises. Donc ici on va faire des balises input. Type texte, vu que c'est pour le prénom. Donc first name. J'enregistre, j'actualise juste. Donc ici on voit une balise est apparue, donc je peux taper du texte dedans. Récupérer sa valeur, on a dit que son nom c'était first name, mais je ne peux pas encore récupérer sa valeur comme ça. Par exemple si j'écris first name, il va me dire que first name n'est pas déclaré. Donc il y a une solution très simple. Au lieu de pas mettre name, je vais dire que c'est un ID. J'actualise, hop. Ici j'ai accès à first name. Dans quel cas on va mettre name ou ID? Dans tous les cas, si vous avez la flemme, vous pouvez mettre les deux. Moi je vais en mettre qu'un seul. Je vais mettre ID, mais je vais vous montrer l'utilité de name. Donc par exemple, si vous avez un formulaire, ça évite d'avoir 15 milliards de balises qui peuvent entrer en conflit. Donc ici, ma balise s'appelle name, donc j'ai montré que je pouvais pas y accéder. Mais bon, si mon formulaire, si je lui avais donné l'ID main, ou autre formulaire, vous l'appelez comme vous voulez. Donc si j'actualise, je tape main, ici je récupère mon formulaire. First name, oh, first name n'existe toujours pas. Name.first name, là j'y ai accès. Donc en gros, ça devient un attribut de mon formulaire. Ou sinon, normalement, la base form, elle sert à formuler, enfin à créer une requête qu'on va envoyer normalement au serveur. Ça, vous le voyez pas en première, donc je vais pas en parler. Et normalement, le nom qui est ici, c'est le nom qui va passer à la variable qui est passée dans la requête. Donc ça, on s'en bat royalement les couilles. Tac. Donc first name, on a dit qu'on passe tout en ID pour avoir plus simple. Je triche un peu, last name, hop, j'actualise. Ici, j'ai deux petites balises. On va faire un truc un peu plus joli peut-être. On va ajouter une balise. Div. La balise div, elle a pas vraiment de signification en soi. En gros, c'est juste un bloc. Donc on met ce qu'on veut dedans, on fait ce qu'on veut avec. Ici, je vais lui donner une classe. Donc, qu'est-ce que c'est une classe? Donc un ID, c'est
un identifiant, donc c'est unique. Alors qu'une classe, là, vous allez pouvoir mettre la même classe à plusieurs balises, et vous allez même pouvoir mettre plusieurs classes à la même balise. Donc si vous voulez mettre plusieurs classes, par exemple, je vais mettre, je sais pas, j'ai appelé la classe A et la classe B. Donc là, je t'aurais attribué deux classes différentes, et c'est simplement séparé par un espace. Ici, on va faire une classe qu'on va appeler colonne, et ça va permettre de générer des colonnes automatiquement. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Pour le CSS, donc moi, oups, là. Pour le CSS, j'ai directement tapé ici. J'arrive plus à taper correctement. Donc ici, je vais pouvoir taper mon code CSS directement et il va s'appliquer. Si vous voulez le faire sur un fichier à part, il suffit de faire une balise link. Donc ici, on dit qu'il s'agit d'une feuille de style et que c'est du CSS, donc c'est encodé sous forme de texte et plus précisément du CSS. Ici, vous mettez le lien vers votre fichier. Donc si j'en ai pas actuellement, mais si j'avais voulu, j'aurais pu en faire un. Et puis vous pouvez ou laisser la balise fermée comme ça, ou la balise fermée. De toute façon, les navigateurs, ils sont costauds vu comment les gens codent leur site. Ils supportent à peu près toutes les syntaxes. D'ailleurs, avant, il y avait certaines personnes qui étaient insistants pour qu'on mette le nom des balises en majuscules, les trucs comme ça, mais ça, on s'en fout. Moi, j'aime bien, c'est faire les balises orphelines comme ça. Je trouve ça plus joli et je pense pour les normes X HTML, c'est pas recommandé, c'est forcé carrément. Donc ici, j'ai dit une classe. Donc en CSS, pour symboliser une classe, je vais marquer un point. Donc ici, c'est col pour colonne. C'est plus court, c'est plus joli. Et je vais dire que son display, donc c'est sa forme, enfin son comportement plutôt, c'est un comportement flexible. Flexible, ouais, je vois si je me suis pas trompé, tac. Donc un flex, qu'est-ce que c'est? En fait, un flex, ça force les éléments à être côte à côte dedans. Par exemple, je vais faire input plus précisément. Donc là, je vais dire les entrées dans la classe colonne. Donc dans les balises, c'est ce qui possède la classe colonne. Je veux dire, leur largeur fait 100%. Donc par exemple, dans mon exemple ici, j'ai juste supprimé la partie ici en attendant. Ici, j'ai mis 100%. Donc vu que chaque champ occupe 100%, on voit qu'il remplit totalement la page et donc il fait sauter l'autre au suivant. Maintenant, je vais dire que mon display il est flexible. Et en fait, il va forcer tous les éléments à entrer sur la page. Donc ici, on voit que ça représente toujours 50% environ chacun. Et ça, je vais m'en servir pour faire encore des divs dedans. Donc là, je fais une grosse boîte de divs. Un truc à faire attention aussi en HTML. Je vais peut-être garder ce dessin-là. Un truc à retenir en HTML, c'est toujours des boîtes dans des boîtes. Donc ici, ici on va dire que j'ai ma boîte qui s'appelle HTML. Ouais, la balise head elle n'est pas visible donc je n'ai pas dessiné. Ici dedans j'ai une boîte qui s'appelle body. Et par exemple tout à l'heure j'avais fait un formulaire donc on aurait que ça fait une boîte qui fait plus ou moins cette taille là. Et mon form il s'appelait, donc ici j'ai mis un dièse, le dièse c'est pour un identifiant donc un ID. Donc tout à l'heure je l'avais appelé main. Et si je dessine ça, enfin, si par exemple j'ai dessiné, imaginons que j'avais fait un deuxième formulaire en dessous, si j'ai dessiné ça, c'est juste pour vous expliquer que vous pouvez encore avoir plusieurs boîtes, donc vous pouvez avoir plusieurs boîtes dans une seule boîte, donc tant qu'elles sont plus petites. Mais par exemple, imaginons, si j'avais ouvert une balise ici, j'aurais dû la fermer ici. J'aurais pas pu la fermer dans une balise après, ou ce qui peut arriver souvent, si c'est vous ouvrez une balise ici, et enfin, je veux dire, même s'il y avait un élément en dessous, bah, vous allez la fermer ici stupidement, et ça fait un décalage. Donc il y a plusieurs cas possibles. Déjà, ici la balise qu'on n'a pas fermée, le navigateur, lui va recevoir le code que vous avez chié bien dégueulasse. Et normalement, le comportement des navigateurs, c'est il ferme toutes les balises. Et par exemple, s'il ferme une balise body et qu'il y avait une balise div qui n'était pas fermée avant, bah, il va la fermer automatiquement. Mais imaginons que vous avez fait plein de divs comme je suis en train de faire. Le souci que vous pourrez rencontrer dans ce cas-là, c'est... 2 secondes, sur Wikipédia un peu. C'est que par exemple, si vous avez mal fermé une div,
vous aurez... Imaginons ici, j'avais copié-collé mon code. Je vais essayer de provoquer l'erreur. Imaginons je m'étais amusé à copier-coller comme ça. Et sans faire exprès, il y avait 2 diffs qui sont apparus. Bah, en fait, ce div là, il va aller fermer mes colonnes. Du coup, ma balise nom de famille, enfin, ici last name, elle aurait pas été dans les colonnes et j'aurais eu des trucs qui se seraient baladés partout, ça aurait été dégueulasse. Donc on va éviter de faire des erreurs maintenant. Et ici on va faire une autre classe qu'on va appeler grid. Là je les utilise d'une manière très basique, mais sinon par exemple, avec grid, il y a moyen de parfaitement choisir le nombre de colonnes que ça occupe, le truc comme ça. Ainsi, au lieu de vous limiter aux boîtes comme ça, en soi, avec ce que je vais faire avec un grid, c'est comme si vous amusiez à séparer votre page en un quadrillage, et puis vous pouvez dire la balise là occupe cette place là, et vous pouvez même dire que 2 balises se superposent. Donc là, ça offre beaucoup plus de possibilités, mais ça, je vais pas l'expliquer maintenant. Donc on a dit qu'on faisait une classe qui va s'appeler grid. Donc là, au lieu de faire des lignes, on va faire des colonnes. Donc display grid. Donc là, j'appelle gris, mais vous auriez pu l'appeler autrement, c'est juste par simplicité. Et au-dessus, je vais mettre un label. Et le label, je vais dire, il est pour le prénom. Donc j'ai pris prénom. Ici, j'actualise. Je vais juste vous montrer un truc. Donc vous voyez, ici, ça se colle bien. Et par contre, je sais pas pourquoi il est aussi petit. Est-ce qu'il a pris en compte mon 100%? Ouais, c'est parce que j'ai foutu des balises partout. Et le souci, c'est que la div ici, elle prend pas. Donc, on va faire un truc vachement plus joli. Donc, on va dire, tous les enfants directs de colonne. Donc, par exemple, colonne ici. Je vais dire toutes les balises qui sont ici. Donc, au premier rang. Par exemple, label, input qui sont, on va dire, au deuxième rang, sont pas concernés. Parce que je mets un petit bec de canard. Donc, je vais dire c'est collé ou pas, ça change rien. Je vais dire tous les enfants directs de colonne, ils vont avoir une largeur de 100%. Donc voilà, là ça c'est bien mis. Mon input il a l'air de toujours être large. Je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi, c'est peut-être à cause du comportement du grid. Où est-ce que j'en étais moi? Donc ici on voit que j'ai 2 colonnes. Dans ma colonne j'ai bien mon label qui s'est mis. Et la petite subtilité d'avoir mis le for ici, c'est pas uniquement pour esthétique. Par exemple, si je vais cliquer sur prénom, ça va me mettre directement le focus dans la balise. Donc je vais faire pareil pour celle-ci. Attention, copier-coller, ça devient vite dangereux. For last name. Nom de famille. Hop là. Donc nom de famille. Et on a dit qu'on allait mettre en même temps un petit calendrier. Donc un calendrier, on va pas s'amuser à coder un calendrier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le web, ça a beaucoup évolué. Avant, on s'amusait à tout coder. Maintenant, il y a quasiment tout qui est à disposition. Donc ici, j'écris juste date. Et on va écrire birthday. Je vais bien faire plus court. On fait copier-coller. Naissance. J'actualise. Hop. Donc si j'ai un format date qui est apparu, et si je clique dessus, j'ai un calendrier qui est fourni par Firefox. Donc sur Chrome, sur Opera, Safari et autres, vous aurez eu un autre. Donc c'est le développeur de votre navigateur qui font ça et qui interprète les normes W3. Donc là on va dire que c'est bon. On va juste essayer de foutre un petit espace entre les colonnes. De mémoire, il y avait un truc en CSS, mais je me rappelle plus. Flex, peut-être directement sur les colonnes. Flex. Donc vous voyez, si vous essayez votre navigateur internet, donc faites clic droit, examiner ou inspecter l'élément selon votre navigateur. Donc vous écrivez flex et on peut voir toutes les possibilités. Et pour l'écart, il me semblait qu'il y avait un truc pour faire les écarts. Je sais plus du tout c'est quoi. Flex, non.
Ok, j'ai aucune idée de c'était quoi. Ici il me propose des trucs. En flex. Ah, c'était peut-être ça, je crois. 10. Flex. Raté. Ah, chier. Non, ça c'est pour les retours. Bon, on va essayer une autre méthode alors. Polling. Ok, ça fonctionne. Donc, un autre avantage avec votre navigateur, c'est en passant le curseur sur vos balises. Vous voyez par exemple les marges internes et externes. Et si je vais dans mise en page, ici je peux voir directement les bords, la marge intérieure, donc le padding, et le margin, c'est la marge extérieure de ma balise. Ici je vais mettre des marges intérieures pour mettre un petit écart chez tout le monde. Donc on va dire que chaque colonne a une marge interne de 4 pixels. Donc voilà, ainsi c'est pas trop écarté non plus. On va un peu changer la police. Donc là j'ai directement changé sur body pour que tout soit concerné. Donc je vais dire font family. Font directement. On va monter à 16 dates. Enfin 16 points. Enfin même pixels ça passe. Non 16 pixels c'est déjà par défaut je pense. Donc on va mettre 16 points. Et on va mettre en Arial. Voilà. Donc si j'ai une police plus lisse, c'est un peu plus agréable à lire. Des petits trucs amusants, c'est vous changez juste la couleur, vous mettez juste une couleur très sombre, mais pas noire. Et parfois c'est plus agréable pour les yeux, c'est juste une question de confort. Donc ici j'écris une couleur en 3 chiffres. Donc si vous savez pas, en fait c'est ici rouge, vert, bleu écrit en hexadécimal. Mais en fait c'est une version réduite, car normalement j'aurais dû écrire donc 3-3 pour le rouge, 3-3 pour le vert, 3-3 pour le bleu. 33 en hexadécimal, j'ai aucune idée de ce que ça veut. Mais en fait, quand vous avez une expression où vous avez des termes qui se répètent à chaque fois 2 fois, vous pouvez la réduire en uniquement 3 caractères. Mais en fait, ça aurait équivalu à ça. Donc, comme si j'avais écrit un 2-3, ça fait 1, 2, 2, 3, 3. Et si vous voulez mettre de la transparence, toujours sur 255, donc le maximum ça aurait été FF pour que ça soit opaque. Vous auriez pu écrire, bon, si je mets je vais 0007, donc là je devrais avoir une couleur, j'ai réécrire en dessous dans un autre format, donc RGBA. Donc là on a dit 0 pour le noir, 0 pour le rouge, 0 pour le vert, 0 pour le bleu, et 0,5 parce que 1 c'est 100%, donc là on dit 50% d'opacité. Donc ici on a le A pour alpha, j'actualise. Ici on voit que c'est examiner règle. Ici on voit que la couleur est la moitié transparente. Donc là je supprime la ligne que j'ai mis ici. J'actualise et j'ai encore la même couleur, mais là avec un code plus réduit. C'est quoi l'avantage du code réduit? C'est qu'en web, on adore faire des expressions excessivement courtes pour gagner le moindre octet qu'on envoie en requête. Et ici, si je regarde, c'est aussi presque à la moitié, mais 255, c'est pas divisible par 2. Enfin, vu que c'est 256, si on comprend le 0, ça ferait 128, 128 en hexa, j'ai aucune idée, ça fait 77, je sais pas. Si vous abusez, vous pouvez regarder. Donc là, j'ai juste remettre mon code pour faire plus joli. Vous auriez pu écrire black, gray, des trucs comme ça. Mes champs, ils sont un peu trop carrés, donc même ça, je les revois. On va dire input. On va dire les inputs de type texte et calendrier dans ce cas-là. Là, je m'amuse à... C'est pas calendrier, c'est date. Là, dans ce cas-là, je vais séparer par des virgules. Ça permet d'appliquer le même CSS sur plusieurs sélecteurs. Donc ici, par exemple, j'aurais pu aussi mettre plusieurs classes et les séparer par des virgules et appliquer à chacune des classes ça. Enfin, on peut même mélanger des balises, des classes. On peut s'amuser à créer des expressions assez complexes. Et là, j'ai uniquement visé les textes et les dates, car je ne veux pas altérer les autres. On va dire quoi? On va encore ajouter une marge interne parce que ça ajoute beaucoup d'élégance. On va mettre 4 de haut et de bas, et 8 pixels de gauche et droite.
Là, une fois de plus, c'est une expression qu'on va dire raccourcie. Bon, ici, j'avais juste écrit 4 pixels. Donc en soi, ça aurait écrit 4 pixels, 4 pixels, 4 pixels, 4 pixels. Et dans le cas ici, ça aurait fait 4 pixels au-dessus, 8 pixels à droite, 4 pixels en bas et 8 pixels à gauche. Bon, ici, j'ai juste enregistré pour vous expliquer. Tac. Examiner. Hop. Donc ici, en appuyant sur la petite flèche, je peux dérouler l'expression que je viens d'écrire. Donc en seulement deux instructions, deux unités, j'ai pu exprimer quatre instructions différentes. Donc comme je t'ai dit, le haut, la droite, le bas et la gauche. Par contre, je trouve que c'est encore un peu trop collé à gauche. Du coup, on va mettre beaucoup. Voilà, c'est déjà un peu mieux, parce que j'aime pas trop que les balises soient collées. Je vais m'amuser à faire beaucoup de CSS, parce que l'apparence, ça a beaucoup d'importance, surtout en examen. Donc là, on va par exemple dire les bords, ils sont arrondis de 3 pixels. 3 pixels, c'est pas beaucoup, mais c'est... Non. Vous voyez, par exemple, là, je viens d'altérer le bord, et donc il a changé complètement le comportement, et il a remis des bords dégueulasses, comme si on disait sur Windows 95. Donc j'ai modifié les bords aussi. Donc je vais dire le bord, il fait 1 pixel. Il est solide. Donc solide, c'est-à-dire qu'il est continu. J'aurais pu écrire dotted, c'est-à-dire c'est un bord à point. On a dit qu'il sera solide pour faire plus joli. Et on va aussi remettre la couleur 3-3. Donc ici on a un léger arrondi, c'est plus agréable pour les yeux. Je pense que je vais mettre légèrement plus clair. Si, ça va vachement plus clair, mais... Ah non, même pas. Donc là on a un truc qui est vachement plus passable. On va pouvoir ajouter du code encore plus sympa. Par exemple, ici je vais dire quand on a le focus, quand on a le focus dessus. Je passe en mode commande, fait chier. Hop, ça. Quand on a le focus dessus, le bord, on va dire qu'il devient bleu. Donc border, color. Bon, là j'aurais pu écrire blue, vu que c'est une couleur qui est déjà prédéclarée. Mais j'essaie de taper un autre truc. Vert, bleu, donc F. Ouais, donc là j'ai un bleu très léger qui est vachement sympa. Et donc quand j'ai ma sélection dessus, donc le focus, ça va changer le style. Mon label, je vais un peu l'écarter vers la droite. Donc imaginons que ça soit que pour les labels qui se trouvent dans des grilles. Question de présentation. Je vais dire, ou je peux dire tous les labels qui sont directement dans la grille. Mais là on va être vachement plus large, on va dire si c'est un label qui se trouve dans une grille, donc par exemple si mon body j'avais placé gris, bah, tous les labels qui sont dedans, n'importe quel niveau, ils y sont pris en compte. Et on va dire qu'on va mettre une petite marge externe cette fois pour faire joli, à gauche. Et on va dire qu'elle fait 4 pixels. C'est juste vraiment pour ajouter un tout petit écart. Bon, pour peut-être 8 même. Donc c'est histoire de décaler un tout petit peu. Comme je t'ai dit, l'esthétique ça a beaucoup d'importance à un examen. Car c'est de toute façon à la gueule du client. Ici, je vais refaire une autre div, encore une classe colonne. Non, j'ai directement... Enfin, si, classe colonne. Donc, on va placer un label. Là, on va dire que c'est pour le sexe. On va dire le genre. Putain. On parle d'enfant, donc on va modérer nos propos. Genre. Et on va mettre plusieurs champs. Donc là, je vais vous montrer un petit tips vachement amusant. Je réfléchis juste comment j'ai arrangé la chose pour que ça soit vachement classe. Donc le type déjà, ça sera une check. C'est pas une checkbox, c'est une radio. Je vérifie si c'est la bonne balise. Ouais, radio. Donc ça sera une case à cocher. Donc là, on va se baser sur le nom.
Je réfléchis juste à un truc, tac. Le nom. Donc là, on va dire gender. Là, ça va être plus compliqué avec le genre parce qu'on aura plusieurs valeurs possibles. Donc le for ici, en soi, il sert à rien. La valeur ici, ça sera ou on met 0 ou 1. C'est une question de préférence. Moi, je vais mettre mâle. Enfin, plutôt fait mâle par défaut. Enfin, par défaut. Je me comprends, je veux dire les demoiselles d'abord. La belle. Donc là, on va dire pour... là, on va mettre un nom et un ID. Mais ça sera pour faire un truc vachement artistique. Donc je vais dire... gender-mâle. Déjà, si j'ai mis un tiret, donc si vous voulez récupérer un ID avec un tiret, c'est déjà plus sportif. Il faudra faire appel à une fonction, car le moins c'est un opérateur, donc c'est déjà mort. Et ici on indique le premier, c'était une femelle. Donc gender, female, fille. En fait, j'aurais pu écrire girl, on s'en fout, on va laisser comme ça. Et ici, D. Ici c'est juste mâle. Tout à l'heure j'ai dit 0 ou 1, c'est des trucs binaires, mais la binarité c'est mal. Donc on va écrire autre. Tac, j'actualise. Et ici on voit que tous mes champs sont apparus. Vous voyez, si j'ai un champ, imaginons que je veux changer ça parce que c'est pas trop appréciable. Par contre, s'il pouvait me décocher la case. Par défaut, je voudrais qu'une case soit cochée. L'avantage que je coche par défaut une case, c'est que je devrais pas vérifier qu'une case est cochée, donc ça fait un peu de travail de gagner. Ici, j'écris checked. Donc là, il y a toujours plusieurs syntaxes. Il existe une syntaxe assez courte comme ça, c'est plutôt dégueulasse, j'aime pas trop. Il existe la syntaxe ici, on dit juste checked égale entre guillemets rien du tout, ça fonctionne aussi. Mais moi je suis quelqu'un de très chiant, j'aime bien écrire checked égale checked. Donc ici par défaut, phi sera checké. Donc là, comme je dis tout à l'heure, c'est plutôt délicat à récupérer. Bon, j'écris gender, j'ai rien. Donc là, je vais devoir écrire document get élément by id et j'ai appelé ça gender female. Voilà, j'ai su le récupérer, je stocker dans une variable. Et puis je vais dire checked. Là, je vois que c'est à vrai. Sinon, faux. Et là, c'est décoché. Donc, vous voyez, en JavaScript, on peut aussi récupérer l'état ou le définir. Ça, on s'en fout. J'ai expliqué de toute façon JavaScript après. Donc, vous voyez, la console, c'est vraiment quelque chose de très important. Déclarer une variable, vous savez récupérer un élément que vous voulez, le stocker dans une variable qui est stockée dans la console. Et vous tapez le nom de votre variable, vous mettez un point. Et vous avez le droit d'accéder à tous les éléments qui concernent votre variable. Donc ici, il s'agit d'une balise, donc je vais pouvoir retrouver toutes les fonctions relatives aux balises. Donc ici, par exemple, j'ai des événements qui peuvent être déclenchés, le passage de la souris, quand la souris quitte, quand la souris se déplace dessus. Par contre, si j'avais pas récupéré dans une variable, je vous conseille de récupérer dans une variable. Ici, c'est un objet, on ne sait pas si l'objet existe, vu qu'on va appeler la fonction, donc il va pouvoir retourner nul si l'objet n'est pas déclaré. Donc ici, il va rien me proposer du tout. Donc ici, j'enregistre juste. Tac. Et ici, je dis que je voulais customiser mon petit truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas customisable. Ça, c'est triste. Donc, on va faire un gros tips. Donc là, je vais dire... vu que j'ai les inputs ici, je vais continuer. Dire tous les inputs type. Et vous voyez qu'à cause du for, si on clique sur autre, fille ou garçon, ça va directement cocher de l'input. Juste à cause du lien qu'on a fait avec le for. C'est vrai que je me suis mis à mettre des ID différents. Mais l'ID en soi, on va pas l'utiliser dans notre code. On va faire une requête plus spéciale que je vais vous montrer après. Et j'ai vu que je viens de m'éloigner de mon sujet. Je vais y retourner. Donc le type. Donc je dis dans mon CSS pour tous les radios. On va dire le display. Ah bah il n'y en a pas. Du coup, si je retourne, bah il n'y en a plus. Vous voyez, les cases, en fait, elles sont cochées mais de manière invisible maintenant.
c'est plutôt dérangeant. Du coup, on va faire un truc, c'est qu'on va utiliser des pseudo-éléments. Donc là, ça devient très amusant. D'abord, on va dire pour chacun des radio buttons le label qui le suit. Donc là, ça sera avec l'opérateur plus. On va l'écarter à gauche de 24 pixels, je sais pas. Donc si j'actualise, actuellement il n'y a toujours rien. On voit juste quand j'ai refresh, il y a eu le petit écart qui s'est formé. Et en fait, on va venir dessiner un cercle à côté. On va dessiner un cercle, donc je l'ai dit à 15 secondes, c'est avec les pseudo-éléments. Donc qu'est-ce que c'est un pseudo-élément? Donc là je vais dire le label before, donc c'est avant. Je vais créer du CSS. Donc before, il n'y a rien qui s'appelle before dans mon code, du coup je vais dire le contenu de before c'est du vide. On va mettre un petit espace quand même pour être gentil. Il fait quoi comme largeur? On a dit 24 au-dessus, donc ça fait 16 pixels de large et 16 pixels de haut. J'ai bien rangé mon code par ordre alphabétique, faut pas me demander pourquoi. Et bien sûr, histoire de savoir le voir, on va mettre un bord d'un px solide. On va mettre le dotted pour changer. Dotted 333. J'actualise. Et ici, on a un truc parfaitement dégueulasse, c'est-à-dire que je me suis foiré quelque part dans mon code. Enfin, là, j'ai expliqué vite fait, c'est quoi un pseudo-élément. Les pseudo-éléments ne fonctionnent que sur des balises qui ne sont pas orphelines, déjà. Parce que ici, dans la balise label, j'ai appliqué un pseudo-élément before. Il y a aussi le pseudo-élément after, si vous voulez. Et actuellement, il n'est pas content parce que display ça, par contre, je sais. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Je vais modifier son display vite fait alors. Display bloc. Donc là, je t'ai mis en bloc. Donc en théorie, ça va me faire un 3 à la ligne, ce que je veux pas. Je vais faire un truc un peu plus épicé. Donc là, je vais dire dans mes labels, tout ce qui se trouve dessus, leur position, elle est relative à la position ici. Et je vais dire toutes les positions dans de mes pseudo-éléments, elles sont absolues. Donc elles sont absolues, c'est-à-dire que c'est une taille que c'est une position que je vais définir moi et c'est tout. Donc comment je vais définir ça par contre? Left, c'est des h left 0 pixel. Top 50%. On actualise. On a un truc un peu dégueulasse qui est mal placé. Par contre, okay. C'est parce que j'ai mis une marge extérieure, donc on va juste rectifier ça. On va mettre une marge intérieure. Tac. Ça c'est déjà bon. Et pour la position, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'était de s'éclater à faire un calcul. Donc là, je dis top 50%. Donc j'aurais par exemple lui dire on fait un calcul, donc c'est 50%. Je rationalise l'unité, vu que j'ai travaillé avec des unités différentes. Donc là, je vais dire c'est 50% moins 8 pixels. Donc là, je rationalise encore l'unité, j'actualise. Là, ça l'aurait centré aussi. Sinon, dans le même gabarit, il y avait. Je peux faire une transformation. Je fais une translation dessus sur l'axe x, y de moins 50%. Parce que là, ça sera relatif à la taille de mon objet. Et voilà. Donc là, c'est plus centré en théorie. Actuellement, donc j'ai juste une case à point. Donc on voit quasiment rien, c'est désagréable à lire et on comprend pas ce qui se passe. Donc on va continuer un peu notre CSS. Je veux dire que les bords radius
8 pixels, peut-être 16. Non, 8 pixels c'est suffisant. Donc là actuellement j'ai un truc moche. Mais je vais dire, donc vive le copier-coller, on n'est pas sur VI. Parce que voyez, on se fait aussi faire du copier-coller. Donc là je vais dire tous les radio buttons qui sont checked, je vais aller modifier le pseudo-élément de mon label. Et là on va par exemple dire le border il devient un px solide. On va même mettre 2 pix, je sais pas, on va faire un truc hardcore. 2 pixels solides pur noir. J'enregistre. Et si girl, on voit que c'est pas arrondi du coup. Ouais. De toute façon, même si on met trop à l'arrondi, ça se limite à un rond. Donc ici on voit que phi c'est devenu un gros cercle noir. Et on va mettre une couleur de fond. Donc background, il me propose color directement. Le color est pas obligatoire, donc on va économiser quelques caractères. On va encore jouer avec notre dièse pour écrire une couleur, et on va mettre quoi comme couleur? Du bleu. Je sais pas, j'aime bien le bleu. Limite, est-ce qu'on remettrait le même bleu que tout à l'heure? Ah, c'est horrible. Donc vous voyez, si juste en cliquant sur les mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est moche, putain. Ça va sélectionner notre input qu'on a masqué, vu que son apparence elle est à none, donc il n'a pas de cadre visible. C'est moche, putain, ce que j'ai fait. Putain, je suis en train de me taper une barre tellement c'est moche. Donc avec ma grille tout à l'heure, il y a tout qui se met de manière dynamique. Et si, donc comme je disais tout à l'heure, grâce au for, ça allait changer notre input qui est caché. Et donc le label qui a le checked, on va modifier son CSS. Donc ça donne l'illusion qu'on a une case cochée ou décochée. C'est horriblement moche. Est-ce qu'on essaie de rectifier ça? Ouais, non, on va laisser comme ça. Je dis que le CSS était important, mais j'aime bien quand c'est moche. Donc mon dessin de peine tout à l'heure. C'est vrai que c'est fait. J'ai dit que c'était quoi ça? Des activités? Oh bah on va pouvoir attaquer le JavaScript. Donc on va déjà foutre un beau bouton. Donc un bouton. On va même pas se casser le cul. On va créer une fonction dessus. Est-ce que je vous fais un code un peu plus hard ou est-ce que je vous fais un code facile? On va faire un truc assez facile. Donc comment on va appeler la fonction? Valider. Même pas. Ajouter. Ajout. Et ici on va mettre ajouter. On va faire aussi un bouton vachement dégueulasse, tiens, en CSS. Juste un peu modifier ma disposition d'écran. Je remets un peu de musique parce que ça s'est arrêté. J'enregistre, tac. Ici j'ai mis mon bouton dans ma grille, ça me dérange, je le barre plus bas. J'actualise. Ici j'ai plus besoin de ma console donc je retire ça pour l'instant. J'ai un bouton plutôt moche ici. Mais on va le rendre encore plus moche. Ici je m'amuse à séparer mon CSS mais en théorie on peut tout mélanger, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'on va faire comme bouton moche? Pour respecter le thème moche qu'on a fait ici, on va reprendre le même code couleur. Border de pix solide. Faut que ça soit très moche. Je réfléchis. 12. 24. C'est pas mal, c'est pas mal.
On va faire juste un petit arrondi. Même plus. C'est parfaitement dégueulasse. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier en plus? On va mettre la police en gras. Donc l'épaisseur de la police on met gras. On va transformer le texte. Texte transforme. Et on va forcer la majuscule. Donc ici j'ai mis la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Mais si j'appuie sur F5, boum. Grâce à ça, tout s'est mis automatiquement en majuscule. Je sais pas si ça me foutu en Arial par contre mon bouton. Juste... Ouais, là aussi en Arial. Je pense. On va augmenter la taille de la police quand même. C'est horriblement moche. Donc ici, par exemple, si je passe mon curseur dessus, on voit aucune interaction. Ça aussi, c'est pas agréable. Donc ça aussi, on va le changer. Donc mon bouton, je vais dire, quand on le survole avec le curseur, donc over, je mets juste ça pour être sûr de paniquer mon stream. Quand on le survole, on va passer le fond en blanc. Donc ici, juste pour expliquer comme tout à l'heure, c'est comme si j'avais écrit FF, 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 et sur Paint. Donc FF c'est 255, donc si j'ai mis 255 de chaque, ça nous fait bien du blanc. J'actualise, et boum, quand je passe mon curseur, ça devient blanc. J'ai juste aussi, c'est modifier le curseur. Donc là, je dis curseur. Si on passe le curseur, c'est un pointeur. Du point de vue technique, je veux dire, ça sert même à rien de le mettre dans le survol. Je peux le mettre dans tous les cas. Donc quand on passe le curseur, enfin, le curseur qui est attribué à mon bouton, c'est le pointeur. Donc si vous le voyez bien sur la vidéo, ça fait la petite main avec la flèche au lieu d'avoir une flèche simple. On va juste encore ajouter un petit code en plus, juste pour votre culture générale. C'est le active. Le active, c'est quand on presse. Donc là, je vais mettre rouge. Okay. Là, je passe mon curseur dessus, c'est blanc. Si j'appuie, c'est rouge. Parfaitement horrible. Tac. Prénom, on s'en fout. Là, on va ajouter en plus. On va mettre un select avec toutes les activités. Des activities. Donc par défaut, je vais mettre aucune activité. On va mettre un petit div grid. Label plutôt for activities. Donc activité. Donc actuellement on a un truc qui est large et qui prend tout le truc. Et donc j'espère que vous savez déjà faire des selects. Donc dans un select on va mettre des options. On met des options, mais là je veux dire si je veux que l'enfant puisse s'inscrire à plusieurs activités, il est handicapé parce qu'il peut s'inscrire qu'une seule activité en même temps. Donc on va encore ajouter un petit attribut, donc multiple. Donc si j'écris juste multiple comme tout à l'heure, ça fonctionne. Je peux m'amuser à sélectionner comme je le sens. Vu que je suis chiant, j'aime bien écrire multiple, multiple. Ici ils ont tous la même valeur, c'est pour ça que ça sélectionne tout par défaut. Là on va commencer à faire du JavaScript. Examiner, juste le passer en dessous vu la taille que je me suis mis en écran en bas. Si j'écris activity, là je récupère directement une balise. Donc imaginons si je mettais une balise script ici, que je récupère activities, console log
Donc là, quand j'écris console log, ça permet d'écrire dans la console que vous voyez ici. Vous avez aussi console error si vous voulez écrire un message d'erreur, et warn si vous voulez écrire un warning, donc un message d'avertissement en jaune. Ici un log c'est suffisant. Donc là, en théorie, ça est censé me retourner la même chose, et ben non. Ici, il me dit ce n'est pas défini. Pourquoi ce n'est pas défini? Comme vous l'avez vu dans des cours dont j'ai oublié les noms parce que c'était pas très palpitant, le HTML est un langage interprété. Donc votre navigateur, il va lire les balises et les interpréter. Donc ici, il voit la balise script, il va interpréter le JavaScript, mais à l'heure de cette interprétation, il n'a pas encore interprété les autres balises. Donc à son sens, les balises ici n'existent pas encore. Donc vous avez plusieurs solutions. Ou vous passez ça tout en dessous. Donc j'actualise, il essaie de me trouver la balise, car là, les balises ont été prises en compte. Ou pour garder une certaine hygiène de code, je veux le garder dans le head, mais je vais l'ajouter dans une fonction. Donc je vais par exemple l'appeler init comme initialize. Enfin, vous pouvez l'appeler initialize si vous voulez, mais je vous expliquer qu'en web on n'aime pas faire des trucs longs. Ah, j'ai mis comment code. Hop. Pas besoin d'argument. Et on va dire au body, sur le onload, donc quand la page est chargée, tu appelles la putain de fonction init. Il y a moyen de faire autrement. Donc par exemple, j'aurais pu taper... qu'est-ce que j'aurais pu taper? Genre document, onload. J'aurais pu aussi écrire ça, je pense. Mais par habitude, on va faire avec une fonction init. Parce que c'est vachement plus simple et vous êtes sûr de ne pas avoir de problème entre les navigateurs. Donc là, j'ai bien mon script qui se trouve dans le head. Donc c'est bien propre, je veux dire, niveau dispatching dans mon code. Et ça, c'est exécuté, car le script s'appelle uniquement quand la page est chargée. Là, on va ajouter des variables en plus. Donc on va faire la liste d'activités. Acte, parce que j'ai vraiment la flemme. On va faire un tableau. Donc ça, c'est un simple tableau qu'on va parcourir très simplement. Et dedans, on va faire un vecteur. Donc au final, ça fait une matrice, vous me direz. On va mettre le nom de l'activité. J'ai aucune idée de jogging. Et le prix d'inscription. On va dire 12 euros. Enfin, le 0 il sert à rien du coup. Jogging, judo, camping et le sport national du borinage, la carapils. Ils sont pas très riches les borins, donc on est du PS, hein. On met des trucs pas chers, ainsi ils restent pauvres. Le judo, c'est plus cher, on va dire 24. Le camping, c'est pour les FPS. Grave cher le camping. On fait attention de ne pas mettre des virgules à la fin. Ici j'actualise et je peux récupérer par exemple mon tableau acte. Maintenant on va parcourir ce tableau. Donc parcourir un tableau, il y a plein de méthodes. Ici je vais faire une simple boucle. Donc je vais initialiser une variable i à 0. Par contre ça je vais peut-être l'expliquer plus tard, la différence entre let et var, mais j'ai un peu la flemme pour l'instant. On va donc dire qu'on parcourt tout acte sur sa longueur. Et on va dire donc activities, son intérieur HTML. Là, il y a plusieurs façons de faire. La façon que je vais faire, elle est pas très propre, mais c'est plus simple. Donc, je vais dire là, j'ai fait un truc un peu spécial. J'ai mis le caractère accentué ici. Donc, vous voyez, c'est un peu comme le caractère chapeau. Donc, c'est pour mettre un accent. Ça se trouve à côté de votre touche entrée. Donc il faut faire Alt-GR et appuyer dessus, puis vous appuyez sur une barre espace et il se met. Qu'est-ce que ça a de plus qu'un guillemet, ce petit bonhomme? Bah, je vais vous montrer. Pendant que j'écris valeur. Ici, on va mettre la valeur du i. Donc ici, vous voyez, j'ai mis un $ et des accolades. Et en fait, en écrivant i, je vais pouvoir écrire des variables dans ma chaîne de caractères.
Je ferme ça. Je vais refaire ça. Là, on va marquer le nom du truc. Donc ça serait act I. On prend le premier car c'est le nom, donc ça commence à 0. J'aime bien avoir des trucs écrits en petit comme ça, mais je suis pas sûr que ça se voit bien sur la vidéo, donc je vous laisse un peu de largeur. J'ai déjà farmé ma balise option pour éviter les problèmes après. Et entre parenthèses, on va marquer le prix. Donc tac, des accolades, act. Je vais vous montrer plusieurs façons de parcourir les tableaux, je pense, parce que ça, c'est pas une méthode que j'apprécie déjà. On va mettre le symbole euro, hop. Et voilà, donc 2 euros. Donc là, le problème, c'est que j'ai dit activity, l'intérieur. Donc on voit qu'il a pris le dernier. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc créé ma balise option, mais à chaque fois, il a écrasé tout ce qui se trouvait dans la liste et l'a remplacé par la balise qu'il venait de créer. Ici, j'ai ajouté un petit plus. Et avec le petit plus, il va tout ajouter. Donc ici, je peux en sélectionner plusieurs, ou en glissant avec le curseur, ou avec la touche CTRL, la touche majuscule, c'est un peu comme des fichiers, plein de choses. Si vous faites un script qui peut être appelé plusieurs fois, et que vous voulez ajouter, rafraîchir la liste, ce que vous pouvez faire pour éviter les soucis, c'est avant de boucler, vous dites que vous videz l'intérieur. Ainsi, vous êtes sûr que la liste est vide et qu'il n'y aura pas de problème. Juste pour montrer ce qui va se passer. Donc je fais F5 et j'ai appelé init en console, donc il est accessible. Donc je l'appelle plein de fois et on voit que dans ma liste ici, ils sont tous apparus. Alors que si j'avais été vigilant et que j'appelle plusieurs fois, merde, init est une fonction. Donc là j'appelle plusieurs fois init et on voit donc ça c'est pas vu à l'écran que ça se rafraîchissait car c'est rapide. Mais à chaque fois il a tout effacé et tout remis à chaque fois. Si j'inspecte mon élément, ici je vais voir la donnée de i, le nom et le prix entre parenthèses. Donc là on est bon. Et maintenant je veux que quand on ajoute, bon, on va écrire la fonction ajouter juste en dessous. Vous pouvez aussi déclarer des fonctions dans des fonctions en JavaScript. J'hésite entre la faire à part ou la coller dans la fonction pour vous montrer, mais on va la mettre à côté. Donc elle s'appelait comment? Ajout. Donc si on était dans un formulaire, on aurait pu récupérer via les noms, mais là on va faire récupérer via les ID directement vu qu'on aime la simplicité. Ajout, alors qu'est-ce qu'on va faire de beau? Le prénom, le nom, on s'en fout. À la rigueur, on peut vérifier s'ils sont vides ou pas. If prénom, merde, first name. Donc là, je récupère la valeur et donc là, j'appelle la fonction trim dessus. La fonction trim, c'est une fonction qui appartient au string. Donc par exemple, si j'écris une chaîne de caractères en JavaScript, on voit qu'il y a des espaces en début et en fin. Mais si je l'avais appelé avec la fonction trim, il aurait effacé les espaces en début et en fin. Donc là, je veux dire, si on supprime les espaces en début et en fin, ça fait une chaîne vide. Alors on va afficher un message d'erreur. Tac tac. On va pas faire 15 milliards de messages d'erreur. On va directement gérer tout ici. Et on va juste faire un vieux message d'alerte. Bah, je vais vous montrer le console error au passage. Error. Le souci avec le console error, c'est qu'on va pas utiliser ça dans un site en production. Ça sera juste quand le site sera en développement. Donc là, quand vous voulez débugger du JavaScript, bon, ici je vais écrire du texte. Et par exemple, je vais écrire first name. Hops. Donc là, le champ est vide. J'appuie sur ajout. Donc là, j'ai mon beau message d'erreur en rouge vu que j'ai écrit error. Il y a mon texte qui s'affiche. Et vu que j'ai séparé par une virgule, j'ai su mettre sur une seule ligne du texte et une balise. Et si je passe mon curseur sur le pointeur que Firefox m'a affiché, je peux même voir de quelle balise il s'agit. Si j'avais mis un plus, donc si j'avais voulu concaténer la chaîne de caractères,
Bah là, ça m'aurait écrit que c'est un objet HTML input element. Et vu que j'aurais essayé de créer une chaîne de caractères, elle aurait pas trop aimé. Ici, chez déroulé, pouvoir. Donc c'est un événement on click. Donc quand j'ai cliqué, donc c'est la stack trace. Le souci actuellement, c'est quand le message d'erreur s'affiche. En gros, je vais juste faire une alerte pour montrer. Donc là, on va mettre une alerte vu que c'est le client qui est censé voir le message d'erreur et pas les développeurs en debug. Donc on peut remplissez le prénom et le nom. Utiliser. Donc là, j'ai mon beau message erreur. Remplissez le prénom et le nom. Si j'avais mis du texte, tac tac, c'est bon. Donc le problème actuellement, c'est ici je vais mettre un console log. Ça ne s'est pas arrêté. Le point virgule. Donc là, ça ne s'est pas arrêté, c'est normal, vu que les champs sont remplis. Ici, je vide juste le prénom, parce que j'ai mis une condition ou. Hop. Donc, remplissez le message d'erreur. OK. Et si j'ai un petit 2 qui est apparu, c'est pour pas afficher qu'un soit le même message d'erreur, le même message d'un console. Il écrit que le message a été retourné 2 fois. Et donc, comment je fais pour que ça s'arrête? Je fais un truc débile, vu que c'est un langage non typé. Bah, même si ça retourne un nul ou n'importe quoi, en fait, je vais retourner mon alerte. Donc, si j'actualise, tac, tac. Donc là, je sais même pas ça retourne quoi comme valeur. Je pense que ça va retourner un nul ou peut-être un booléen. Mais vu que je retourne une valeur à ma fonction, ça casse son exécution. Et si j'ai rempli la valeur, ça n'appelle pas le return. Du coup, j'ai aucun souci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Là, on va essayer de travailler plus proprement. Donc, je m'amuse à mélanger du crade et du propre. Ainsi, vous voyez différentes syntaxes. On va générer une balise. Donc, c'est quoi la différence entre le var et le let? Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit un let. En fait, le let, il existe que dans la scope que vous utilisez. Donc, la scope, c'est les accolades. On appelle ça aussi un bloc d'instruction, c'est chacun son vocabulaire. Le var, normalement, le var, c'est une variable plus globale. Ou sinon, ce que vous avez encore, c'est les const, donc constantes. J'ai écrit ça à la console. Bon, si j'écris constante x égale 3.14, ça aurait été pi du coup. Je peux récupérer x, donc ça fait bien 3.14, mais quand je dis ça vaut 5.10, enfin j'écris 21, là il va me dire invalide assignation, donc il me dit que je ne peux pas assigner de valeur à la constante x, parce que c'est une constante, c'est logique, on ne bouge pas la valeur d'une constante. Pourquoi j'explique ça moi? Ah ouais. Donc là j'ai encore fait une variable dans mes accolades parce que je considère pas qu'elle ait besoin d'aller plus loin. C'est comme en Rust pour ceux qui connaissent de vrais langages. Et on va appeler ça euh, une view, je sais pas. Donc on va créer. Et quand vous avez une doute sur la syntaxe, vous savez dans la console, create élément x. On va faire quoi comme balise? On fait du HTML5, donc on va dire une balise aside. Là j'ai créé en majuscule, c'est pas nécessaire non plus. Vous auriez pu mettre aussi une balise div, c'est aussi une question de choix. Et dedans, on va afficher toutes les informations qu'on vient de récupérer. Oh putain, j'ai vraiment la flemme de faire ça. Donc view.inner. Alors, les petites bases de sécurité, pourquoi est-ce qu'il faut pas faire ça? First name, value. Donc là, je suis en train de faire un truc qu'il faut pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Prénom. Tac. Et ici, on va juste avant l'ajout. Non, après l'ajout. On met une petite balise HR, c'est pour faire une ligne droite. Et puis on va mettre encore un div. En soi, on aurait pu l'ajouter à la fin du body, mais je préfère faire une balise où je vais ajouter ça proprement dedans. J'ai pas d'idée, donc on va appeler ça output. Donc output append. Je sais pas si ça s'appelle child ou append tout court. Ouais, c'est comme ça.
view. Ouais, on va mettre 2 points quand même. Donc pourquoi est-ce qu'il fallait pas faire un inner HTML? C'est très simple. Donc ici je suis ajouté, donc ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Le souci, c'est qu'il y a un souci. Par exemple, si je mettais une balise B, donc là j'écris du HTML, mais vous voyez bien que ça marque du texte. Là j'écris test, et j'ajoute. Et si on voit que mon texte est en gras, c'est-à-dire que j'ai pu écrire du texte, j'ai pu écrire du HTML. Donc ça c'est une faille de sécurité XSS, ce n'est pas bien. Par exemple, imaginons que vous avez un chat et qu'on peut écrire du HTML dans le chat. Bah, si quelqu'un se fait chier, il peut s'amuser à écrire des trucs comme ça. Transformation, transform, rotate, 180 degrés. Et style. Donc là, je me suis même pas fait chier à taper les trucs. Donc vous voyez, même si on est limité en nombre de caractères, on peut vite faire des trucs qui sont assez cancer. Ici, vous voyez qu'il n'y a rien de spécial, c'est parce que j'ai fait une balise style, donc elle n'a pas de display, enfin d'apparence, appelez ça comme vous voulez. Et là, je lui ai dit d'appliquer une rotation de 180 degrés sur le body, du coup, il y a toute ma page qui est à l'envers. Enfin, pire qu'à l'envers, je pense, c'est vraiment faire un tout petit décal. Un tout petit décal. Vous voyez, ça devient vite chiant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se prémunir contre ce genre de choses? Bon, on dit, au lieu de modifier le HTML, on modifie le texte. J'actualise. Tac. Et si on voit que ma balise style, elle est bien passée en texte. Par contre, pour le retour à la ligne, ça va être plus compliqué. Ou on le fait en plusieurs fois, je me suis ajouté une balise. Ouais, on s'en fout. On va juste ajouter le prénom. Enfin, je veux dire, on va juste peut-être calculer le prix des activités. Comment est-ce qu'on va récupérer les activités que la personne a sélectionnées? Parce que si on voit plusieurs trucs, et le nom de mon truc c'est activity. Donc je pense si je fais activities. Donc là, je récupère mon select, mais par exemple, si je demande sa valeur, il va juste me retourner le premier qui est sélectionné. Donc par exemple, si je sélectionne le troisième, là, il va me retourner le troisième, donc 0, 1, 2. Donc là, ça va devenir encore plus sportif. Donc dans une variable, je vais faire un document query selector. Donc là, j'ai récupéré toutes les balises. Et en fait, je vais faire comme du CSS. Donc je vais dire, je vais récupérer... je vais récupérer quoi, moi donc c'est toutes les activités. Donc le dièse, c'est pour dire que c'est l'ID. Oh, je peux même faire autrement, tiens. Pour économiser un peu, je vais dire activity. Alors, il peut pas me compléter un peu. Donc activities, j'ai fait un query selector all dessus. Donc là, je me trouve déjà dans la balise ici. Donc j'ai plein d'accès. Ok. Et je vais donc maintenant là je dis je vais récupérer les balises options. Donc là il m'a récupéré toutes les balises options qui se trouvent actuellement dans mon select. Mais moi je récupère uniquement celles qui sont cochées et on a vu en CSS tout à l'heure que je peux récupérer celles qui sont checkées. Donc tac, ici si on a sélectionné deux, tac. Et ici je peux m'amuser à passer mon curseur dessus et Firefox va m'afficher les cases qui sont cochées. Là j'en refais le test. Et ici on voit que j'ai récupéré uniquement les balises qui sont checkées. J'ai plus qu'à copier-coller. Par contre, je suis en train de réfléchir à un truc. On va refaire une variable, on va l'appeler celle comme sélection. On récupère les trucs. Par contre, quand j'ai travaillé ça dessus, dans le cell.
pas le bon langage. Hop. Ok. Je sais pas, je suis en train de tester les trucs, faut pas me vouloir. Donc Y il retourne à nul, ok. Donc là je vais être obligé de le souci actuellement, c'est que je peux pas le parcourir très facilement. Ok, donc là on va faire un tableau vide qui contient la sélection. Ici on va récupérer toutes les balises et on va parcourir ces balises avec un for each. C'est comme en Java. Ici on va récupérer tout ce qu'on parcourt, donc l'élément courant, vous pouvez l'appeler C, vous pouvez l'appeler courant. Là on va l'appeler OPT comme option. On fait une jolie flèche pour dire que pour chaque option, on va ajouter. Je réfléchis juste parce que j'ai un petit doute sur l'expression en JavaScript, mais c'est bon, tac. Donc là, on va dire que pour chaque sélection, on va ajouter, donc on va pousser une valeur dedans. On va pousser la valeur de l'option. Ça, je pense, c'est la façon la plus courte de faire la chose, et je pense que c'est encore vachement compréhensible. Donc ici, on fait un tableau vide pour la sélection. Pam pam pam. J'ai mon cerveau qui vient de congeler d'un coup. Donc pour chaque activité. Donc on a fait ah putain, j'ai pas beaucoup d'armes les gens. Donc si j'ai fait un tableau vide et puis je récupère dans ma balise select où il y a toutes mes activités, je fais une requête dedans pour récupérer toutes les options qui sont sélectionnées. Et puis je les parcours et donc ici dans une variable je récupère chacune des choses que j'ai récupérées via ma sélection. Donc les choses que j'ai récupérées, je vais les appeler options. Donc là je les parcours. Donc je dis dans ma boucle l'objet actuel, je vais l'appeler option. Et dans mon tableau vide, je vais venir chercher la valeur de cette option et la pousser dedans. Donc il va parcourir chacune des balises, donc mes balises options, et il va prendre la valeur et la pousser, puis il va passer à la prochaine balise qui correspond à cette expression. On va faire un petit console log pour vérifier si je dis de la merde. Celle. Un petit F5, on valide, et ici ça m'a retourné un tableau vide parce que j'en ai aucun sélectionné. Donc là j'en sélectionne 3, tac, 0, 2, 3. J'ai pas sélectionné le 1, c'est bon. Là on va faire encore un truc vachement compliqué pour récupérer le total. Donc là on va faire ce qu'on appelle un accumulateur, donc ça sera plus ou moins la même syntaxe. Donc ma sélection c'est un tableau, et dessus je vais appeler une fonction qui s'appelle reduce. Donc reduce ça va aussi permettre de récupérer chacun des éléments. Mais là on va récupérer deux choses. Donc d'abord on a un truc qu'on appelle l'accumulateur, ou le total si vous êtes plus simple, et l'objet courant. Donc l'objet courant, là on va l'appeler i, parce que c'est le i de tout à l'heure qu'on avait au-dessus. En valeur, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Donc là je vais encore refaire ma petite flèche de tout à l'heure pour faire mon expression lambda. Je réfléchis juste à un truc. Donc c'est act i. Donc dot plus activité i 1 vu que je vais récupérer le prix. Tac tac. Et là voilà, ici j'ai juste ajouté un petit truc en plus. C'est pour dire qu'on commence à 0. Car sinon il va déjà en fait il va sauter le premier et il va le considérer comme valeur par défaut, mais dire 0 c'est pas la vraie valeur du premier c'est 12. Et ici donc par défaut on commence à 0
et puis tu commences à parcourir à partir de 0, sinon il aurait pris la première valeur et il aurait commencé au second. Et il aurait ajouté la valeur qu'on aurait retournée ici, donc le premier aurait jamais été bon. On va tester si mon petit délire fonctionne maintenant, parce que je m'amuse à faire des trucs dans un cadre théorique, je suis jamais sûr que ça fonctionne. C'est ça le talent. Donc ça fait 0, c'est logique. Hop. 14, donc 2 plus 12, ok. Plus 24, ça fait 36. Non, je dis la merde, ça fait 38. 38, j'ai raison. Donc là, on a pu récupérer le total, j'irai en... Je sais pas, moi je trouve ça simple, après je sais pas si... Enfin, visuellement c'est moche, c'est sûr, mais au niveau de la logique, c'est quelque chose de très simple. Ça, si vous voulez vous renseigner là-dessus, je vous invite, c'est à consulter la documentation de Mozilla. Donc vous pouvez retrouver toutes les fonctions que j'ai utilisées. Donc ici il y a le for each de tout à l'heure. Et ce qui m'intéresse plus, c'est le reduce. Donc là vous avez avec l'accumulateur. Là ils ont juste fait une constante. Donc c'est un peu comme s'il avait fait une interface anonyme. Je sais pas comment vous appelez ça. C'est un sacré bordel. Enfin là vous avez une grosse tonne d'explications en français si ça vous intéresse vraiment. Je vous conseille de regarder même par simple pure curiosité. Ici, je m'amuse à mettre même plus ces trucs entre guillemets, mais j'aurais pu faire comme tout à l'heure avec mes dollars accolades pour stacker des variables. Donc le total plus total. Donc il faut faire attention parce que tot ici, il va exister que dans ma fonction reduce. Donc ici, le temps de faire le travail. Et puis quand il aura fini son travail, il va retourner la valeur dans total. Oh, un petit espace ici, un petit espace. Oh putain. F5. Tac. Donc ici 0 euros. 52 plus 24, 76. 76 euros, voilà. Donc pour le petit Kevin, on va dépenser 76 euros. Tout à l'heure sur mon dessin ici, j'ai dit que chacun des trucs devait être décalé. Donc comment est-ce qu'on va faire cette beauté? Ici, si j'inspecte mon code, on voit que j'ai fait des balises aside, comme j'avais dit tout à l'heure. Pour les voir mieux, j'aime bien ranger mon code par couleur aussi. On va mettre des marges, comme dans les Simpsons, de 16 pixels, c'est bien large. Et un fond, on va mettre un fond dégueulasse. Il nous faut du rouge, du vert. J'aurais voulu une couleur plus pâle, mais on s'en fout. On va même mettre une petite marge interne pour éviter que ça soit collé, parce que je sais pas où, moi je trouve ça horrible. Vous voyez, si j'ai fait plein de divs, il y a des gens qui n'aiment pas la programmation comme ça, c'est une question de goût, vous pouvez vous amuser à agencer le code comme vous voulez, en peaufinant le CSS, en gérant plein de choses. Donc le padding, je sais pas. Tac. Et vous voyez, mettre un peu moins d'espace au-dessus, un peu plus d'espace à gauche, ça rend très bien. On va juste ajouter un petit code en plus, donc aside. Donc là, c'est quand vous allez me faire des expressions mélangées. Donc, chef margin, je connais pas, je crois. Donc là, je vais dire à gauche, il y a une marge de 50%, je vais voir ce que ça donne. Ajouter. Ouais, c'est pas mal. Donc vous voyez ici, j'ai déclaré 2 fois margin. En fait, ici j'ai fait un margin global, donc il va faire sur mes 4 points, haut, droite, bas et gauche. Et puis j'ai dit à droite 50%. Donc ça c'est une question de vision. Peut-être qu'en m'amusant à mettre 0 pixel, 50%, je suis pas sûr qu'il accepte en plus qu'on mélange les pourcentages et les pixels. Donc vous voyez, ici j'ai fait un truc global, et puis je vais plutôt préciser pour du 50%.
Donc si je regarde mon code, il y a une partie qui est écrasée en fait. Donc, niveau transfert, vu qu'il y a moins de caractères, on économise, mais le processeur, lui, il a une contrainte qu'il doit écraser. On va juste regarder ça vite fait. Donc, vous voyez ici, la marge droite, à cause de mon global, il était mis à 16%, mais il a dû l'annuler parce que plus tard, j'ai dit que c'était 50% et pas 16%. Donc, vous voyez, par exemple, pour le processeur, on va dire que ça fait une instruction en plus. Et on a gagné au niveau du temps de transfert. Donc, il faut peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on fait côté serveur, qu'est-ce qu'on fait côté client? Des petits sacrifices. Enfin, vous voyez, le web, il y a plein de trucs qu'on peut optimiser. Il faut se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que le client fait, qui est en faute. Et si vous êtes à là et là, c'est toujours la faute des autres. Et si vous êtes un élève, vous êtes une grosse merde. Donc, sur ces bonnes paroles, ici, quand j'ajoute plusieurs Kevin, on voit qu'il est toujours à gauche. Et moi, je voulais que 1 sur 2 soit à gauche ou à droite. Donc là, je vais faire un truc très con. Je vais dire les aside, tous les énièmes. Donc, par exemple, quand vous dites deuxième, troisième, ben là c'est en anglais TH, vous voyez, pour les dates. Donc ici c'est tous les énièmes, je sais plus si type off ou type, euh, off type, je pense que c'est un truc comme ça. Je suis plus sûr de la syntaxe. Donc là je vais dire tous les 2 n, retour à la ligne, margin, du coup le right il tombe à 0, enfin non 16 pixels plutôt, et le margin left lui il fait 50%. Donc là, je suis encore obligé d'écraser une contrainte que j'ai mis au-dessus. Hops, 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 hops. Parfait. Donc, vous voyez, là, j'ai dit tous les n. Donc ici, j'aurais pu écrire une équation. Par exemple, si j'aurais voulu tous les impairs, j'aurais pu faire n plus 1. Si je voulais que ça soit tous les 3 trucs, j'aurais pu écrire 3n. Vous voyez, vous pouvez faire des genres de petits calculs comme ça. Donc, moi, je veux un truc plutôt logique. Donc, de n. Tac, tac. Ah, c'est horrible niveau couleur ce que j'ai fait. Et on va faire juste un petit arrondi. Border radius 4 pixels. Donc vous voyez, ici j'ai juste le aside qui est personnalisé, puis j'ai un aside modifié, et à chaque fois ça hérite du modèle plus simple. Donc là il y a une précision, donc ça va être favorisé sur le modèle plus simple. Tac, tac. Et si j'ai tout petit arrondi pour casser un peu les angles, mais qu'est-ce que c'est moche, c'est fou. Je suis fier de moi. Là on va peut-être ajouter, c'est un système de réduction. Vu qu'on a récupéré la date de naissance. Va. Une promo, j'ai aucune idée en tête. Par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir inventé de beau? On va dire pour les enfants de 5 ans, on a une réduction de 50%. Non. Donc on va travailler comme ça. Donc on va dire, par exemple, pour un enfant de 5 ans, on a une réduction de 25%. Pour un enfant de 10 ans, c'est plus qu'une réduction de 20%. Euh, 12 ans, on va dire que c'est une réduction de 90%. Ok. Donc mon total ici. Là, on va récupérer l'année. Donc on avait une variable que j'appelais birthday. Une variable qui s'appelle âge. Dans birthday, on va récupérer la valeur. Et là, je vais appeler un truc qui s'appelle split. Donc, birthday. Donc là, vous voyez que la date, elle est séparée par des slash.
En fait, c'est parce que ça affiche la date selon votre position géographique. Mais sinon, réellement, c'est affiché dans le format américain, donc l'année, le mois, le jour. Donc ici, j'ai appelé une variable, une fonction qui s'appelle split, donc ça permet de découper une chaîne en fonction d'un caractère. Donc ici, je vais dire découper en fonction des tirets. Si j'oublie le T, ça va pas le faire. Et donc ici, ça va me retourner un tableau avec les trois trucs, parce que j'ai dit séparer quand il y a des tirets. Donc ça va me retourner un tableau avec trois trucs. Et moi, je vais juste récupérer l'année. Du coup, ici, je dis séparer en fonction de l'année et récupérer le 0, donc le premier. Boom, 2019. Donc split en fonction des tirets et 0. Là, c'est ce que je viens d'expliquer ici. Ça semble compréhensible. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Et donc, on va dire si l'âge est inférieur à 5. Je compte pas les mois. Hein. Si vous voulez vous éclater, mais moi, ça m'intéresse pas. Par contre, récupérer la date. Oh. Donc, ici, je vais faire new dot. Donc là, je crée un objet date et je vais pas en faire get full. Ok. Donc, vous voyez, là, j'ai juste instancié un objet date dans une variable x. Et puis, j'ai appelé une fonction dessus qui s'appelle get full. Donc, récupérer année complète. Si j'avais pas fait année complète, je pense que ça m'aurait juste retourné 19. Ah non, même pas. L'année à partir de 1800. Ah non, 1900. Je sais pas pourquoi ça commence à 1900. Ah si, c'est parce qu'avant, ah, ok, c'est pour le bug de l'an 2000, Journey. Donc c'est cette fonction-là qui m'intéresse. Et pour faire plus court, je vais faire des variables. Je vais dire new date, vu que j'ai pas besoin de le foutre d'un objet, vu que je vais utiliser qu'une seule fois au final. Donc je récupère ma fonction, je l'appelle sur les parenthèses. Donc en soi, l'objet que je voulais instancier, il est instancié dans les parenthèses. Donc les parenthèses vont représenter cet objet. Et donc sur cet objet, j'appelle récupérer l'année complète, boom 2019. Donc pour calculer l'âge, c'est l'année d'aujourd'hui moins l'année qui était dans, dans la date de naissance. Donc si c'est inférieur à 5, le total, on fait fois promo. J'ai écrit proto au lieu de promo. Promo. En promo. Promo 0. Else if. Donc on a dit inférieur à 10 ans et inférieur à 12 ans. 1, 2. Donc là j'ai récupéré automatiquement ma promo. Donc ça c'est comme en compta, 10%, je fais fois 0,9. Et si je fais F5, j'ai pas fait truc pour afficher sans promo. À rigueur j'aurais pu stocker dans une autre variable, genre total sans promo, des trucs comme ça. Mais on s'en fout. Hein. Imaginons, j'ai Kevin qui a 0 ans. On va dire qu'il est né en 2015, donc il a 4 ans. Il a fait du judo, du camp. Il fait la carapils. 26. Je peux pas faire. Tac, tac. Donc là, ça me fait 38. Tac, 38 moins 38. Il a quel âge on a dit? Il a 4 ans, donc ça fait une réduction de 25%. Donc 38, je suis en train de réfléchir dans ma tête, fois 75. Ouais, c'est ça. Donc on voit qu'il a eu le droit à une promotion. Et s'il avait 12 ans, donc un an 2019, donc ça fait 2004, on s'en fout. 38 €. C'est parce que j'ai 2004, ça fait combien?
Donc ça aurait fait 15 ans. Ouais. Donc ici, vu qu'il a plus de 12 ans, il a aucune promotion. Donc si j'ai mis s'il a moins de 5 ans, promotion 0. Sinon, s'il a moins de 10 ans, promotion 1. Sinon, s'il a moins de 12. Faut bien pas oublier le else. Sinon, si, par exemple, s'il avait 4 ans, il aurait profité de toutes les promotions s'il n'y avait pas le else. Parce que, imaginons, si j'avais retiré le else, ça aurait fait un if à chaque fois. Donc là, ça aurait fait 4 ans, il a moins de 4 ans, il bénéficie de la première promotion. Il a toujours moins de 10 ans, vu qu'il a 4 ans, il profite de la deuxième, et de la troisième, ainsi de suite. Donc là, le else, il va bien séparer tous les trucs. Enfin, même du point de vue technique, on aurait pu représenter ça comme ça. Tac, 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 tac. C'est un peu comme si tout le bloc ici était dans le else. Voilà. Si vous voulez, je vous mets même des accolades, tiens. Tac, 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 tac. Oups, tac. J'ai pas trop d'accolades, moi. Oui, on peut même foutre des accolades pour que ce soit plus lisible, si vous avez un peu de mal. Tac. Même un peu typé, commencer. Enfin, typé, qu'est-ce que j'ai comme merde, moi. Tac. Si c'est plus facile à lire comme ça fonctionne aussi. Donc vous voyez, il y a moyen de faire très court, très long en syntaxe. C'est une question de volonté. Donc j'avais vu aussi que vous aviez vu les... Comment ils s'appellent ça? Des listes associatives. Ok, donc les listes associatives, ça n'existe pas. Ce sont des objets en JavaScript. Euh, Donc comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Hmm. Par exemple, activité. Il faudrait un autre truc comme activité. On va faire un autre select. Je sais pas trop quoi. Un enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant? Dans un camp de vacances. Euh, On va dire que c'est un camp scout. Une grade. Bon, je m'y connais pas en scout, hein. Faut pas rager. Et rank. Par contre, là, ça sera pas multiple. Vu qu'on a qu'un seul grade, je suppose. Grade. Grid. Et si dans les grades, on va écrire par ranks, avec un S. Et là, on voit que j'ai mis des accolades au lieu de mettre des crochets. Donc les accolades, ça va par exemple me permettre de dire je sais même pas comment on écrit louveteau. Je sais pas comment on écrit louveteau. Bah, c'est écrit comme ça, louveteau. Qu'est-ce qu'on peut passer comme information? Bon, là, je peux encore lui assigner un tableau avec des informations. On va dire, imaginons qu'il y a un code pour les louveteaux. Je sais pas. Je connais Louveteau parce que je regarde la télé, mais si on... écureuil. Je sais pas, j'ai aucune idée. La vision. À la TV. Vendeur de cookies. Cookie Boy. Cookie Boys. Cook. Allez, on va commencer à en trouver un.
bombardier. C'est ceux qu'on la gastro. Ouais, le 0,0 ça va pas passer. Voilà, on va dire que son code c'est 0 et on va forcer les identifiants à être sur 3 chiffres à chaque fois. Bombe. Donc quand ça fonctionne, liste associative. Donc là, juste refresh. Ici, ranks. Donc c'est pas une liste associative, c'est un putain d'objet. Arrêtez d'utiliser ce mot de merde. Donc on voit que chacun de mon objet, il a plusieurs attributs. Et les attributs, j'ai fouillé des tableaux à chaque fois dedans. Rank, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus? Par exemple, si j'écris rank.louveteau, là je vais récupérer le truc. Ce qu'il faut savoir, donc ici je peux pas niquer ma variable, donc je peux réécrire dans l'objet sans souci et avoir différents trucs. On peut mettre des noms avec des espaces. Parce que vous voyez ici j'ai mis entre guillemets, par exemple si louveteau j'avais mis un espace. J'actualise, tac, rank. On voit que louveteau, il y a un espace dedans. Par contre là on voit que c'est entre guillemets. Et on voit Cookie Boy, il n'y a pas de guillemets. Donc la question c'est quand je vais pouvoir atteindre ça. Parce que si j'écris louveteau avec un espace ici, il comprend pas ce qui se passe. Tac. Si je mets des guillemets ici, il comprend pas ce qui se passe. Donc en fait ce qu'on va devoir faire c'est mettre juste des accolades. Vous voyez dans un tableau, donc c'est le seul lien qu'on peut faire avec un tableau associatif, enfin avec les tableaux. C'est juste par exemple quand on fait des crochets on met un i pour parcourir un tableau. Bah là on peut faire pareil. Donc là je mets entre accolades le truc. Je vais décorrompre mon tableau. Tac. F5. Hop. Hop. Louveteau. Donc vous voyez ici où je le récupère comme ça. Ou s'il est bien tapé, je peux le récupérer comme ça. Donc on peut mettre tous les caractères qu'on veut, des moins, des plus, donc tous les opérateurs. Simplement il faudra mettre alors entre crochets. Et entre guillemets. Ici on va noter la référence à la suite. On va faire un truc un peu moche, c'est faire view.inner, du coup cette fois on met HTML, on va être plus égal, et on va ajouter une balise br. On enregistre F5, tac. Pourquoi mes champs se sont effacés? Donc il est censé avoir un retour à ligne, mais je pense qu'il s'est pas mis. On va ajouter du texte à la suite. Inner text. En soi, vu que là je contrôle ce qu'il y a dans les variables, j'aurais pu me permettre de mettre le truc aussi en HTML. Code. Enfin ouais, dans le code on va mettre le nom de famille dedans. Donc on va dire c'est le nom de famille. Donc on récupère la valeur. On va dire que c'est maximum 6 caractères, enfin 5 caractères. 3 caractères, allez. Donc on va découper du caractère 0, donc à la base, jusque 3 caractères. Mais admettons que le nom, il y ait moins de 3 caractères dedans. Donc par exemple s'il s'appelle Lee. S'il s'appelle Lee par exemple, je voudrais que ça soit rempli par des X. Donc là j'écrire start with. Non c'est pas start with, c'est pas de start. Donc je vais dire que ça va faire 3 caractères. Et s'il faut combler, tu mets avec des X. Ça serait plutôt finir avec des X je pense. Donc c'est pad end. C'est joli. Donc ici ça remplira avec des X. Clac. Clac. Je suis un peu dézoomé. À la rigueur on va tout mettre en majuscule. Donc
tout lowercase, je pense. Tout uppercase. Tout uppercase. Hops. X. Je mets ça là. Qu'est-ce qu'on va mettre en plus dessus? Ouais. Donc ici, on doit... Non, j'ai oublié de remplir ça. Ici, j'avais un vrai tableau. Donc je pouvais récupérer sa longueur facilement. Mais là, par exemple... rank. Par exemple, si je fais rank, je peux pas récupérer longueur dessus. Vous voyez, ce n'est pas défini. Parce que c'est pas un putain de tableau, c'est un objet. Donc là, je vais devoir le parcourir autrement. Là, j'ai utilisé une boucle for. Mais là, au lieu de faire un i, je vais faire une variable comme un for each. Donc je vais stocker dans, on va dire, un objet courant. Donc là, je vais reparcourir activité juste pour vous montrer. Donc on va dire A pour activité parce que j'ai pas d'idée. Off activity fact, ouais. Donc là, je vais réécrire dans la console. Console log A. Donc ici A, il a valu chacune des valeurs de act. Donc ça fonctionne pour un tableau parce qu'un tableau c'est itérable. Mais bon, si j'avais écrit rank, boum, vous voyez, un objet, ce n'est pas itérable, ce n'est pas un putain de tableau. Du coup, là je vais devoir dire tout ce qui est donc A, enfin, je vais l'appeler I parce que même R pour que c'est pour les rangs, je vais dire les R dans rang. Donc là, ça va pas me retourner les valeurs qui sont contenues dans chacun des attributs, ça va me retourner le nom de chacun des attributs. Donc vous voyez, si j'ai pu récupérer Louveteau, Cookie Boys et Bombardier. Donc là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Là, je vais appeler rank.innerHTML. Donc là, je vide ma liste au cas où si la fonction doit être appelée plusieurs fois. Je fais une boucle for let rk, parce que j'aime pas mettre une seule lettre, in ranks. Les accolades elles sont optionnelles, on va les mettre pour faire joli. Donc rank.innerHTML. Et on va faire avec les petits accents comme au-dessus, parce que c'est vachement plus simple quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir passer comme valeur? Je pense ici on va même pas faire chier à passer de valeur, on va directement claquer ça ici. Donc, donc mes petits caractères ne sont pas vraiment justifiés vu qu'un de plus ça aurait suffi. Donc ici on passe RK. Ici j'ai passé une valeur à mes options, ici je n'en passe pas. Qu'est-ce que ça change? En fait la valeur qu'il y aura entre les deux balises ici, ça sera considéré comme la valeur qu'assigne à l'option. Donc un petit F5, hop, et grade, ici j'ai Louveteau, tout qui apparaît automatiquement. Vous voyez c'est super simple, ça se fait tout seul. Il y a, pour un tableau, il y a moyen de faire des trucs encore plus courts. Par exemple, j'aurais pu écrire act .map. Donc map, c'est un peu comme reduce ou le for each de tout à l'heure. Donc je récupère mon truc et puis je peux directement taper une instruction avec ma petite flèche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une expression lambda. Hop, boum. Vous voyez ici, je peux écrire directement une instruction. C'est comme si j'avais fait une boucle for. Enfin, un for each, vous voyez ça comme vous voulez. Donc ça va faire des trucs super vite. Et comme j'avais montré tout à l'heure sur la documentation de Mozilla, c'est super bien expliqué, ça va tout seul. Ouais. Par contre, la fonction map, elle retourne un tableau. Donc par exemple, si j'avais écrit plutôt map 1. Donc si je dis pour chacun des trucs que je récupère le truc 1, donc le prix. Alors ici, ça m'aurait créé un tableau avec tous les prix. Donc par exemple, j'aurais pu faire générer un tableau prix automatiquement avec le tableau qui contient le nom et le prix. J'aurais pu par exemple écrire prix
ça vaut... Enfin, je génère directement le tableau prix. Donc là, je peux récupérer prix séparément des actes. Par contre, vu que c'est des valeurs... c'est chiant que la musique elle s'arrête. Par contre, si les valeurs elles sont stockées dans un nouveau tableau, si on les modifie dans Act, elles ne seront pas modifiées ici. Donc ça, c'est à vous de gérer. Donc si j'arrive à récupérer mon rang, je vais pouvoir générer mon petit code. Donc ici avec mon plus, on va faire des retours à la ligne pour un peu éclairer le code. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter après? On va ajouter un petit tiret. Tac. Plus. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de beau? Donc on a dit le grade, donc c'est rank. Ok. Donc tout à l'heure j'ai fait un. Donc j'ai mon objet rang. Donc ouais, si j'ai mon objet rang, pas tableau. Donc mon tableau associatif si vous voulez, c'est les mots bizarres que vous voyez en cours. Donc là j'ai récupéré mon select. Bon, peut-être que ça vous embrouille un peu, mais donc avec un S, c'est mon objet où il y a toute la liste, et le rank, c'est la balise select. Donc bon, là, c'est pas un multiple, donc je récupère la valeur directement, il n'y a aucun souci. Et donc je vais récupérer... ici, j'aurais pu me faire vachement plus. Ici, je vais faire un objet dans un objet. Donc je vais dire... code. Non, je sais pas quoi foutre. Parce qu'en fait, j'ai écrit deux codes différents. Je sais pas, expérience. Code. Voilà, donc là en fait j'ai fait des objets dans l'objet. Donc ici par exemple je vais pouvoir récupérer directement le truc ici. Donc quand j'ai code, on met un point de virgule directement, c'est juste pour montrer. Donc là je récupère la valeur dans mon select. Donc ça peut valoir Louveteau, Cookie Boys ou Bombardier. Donc ici je vais taper un peu l'indice, donc c'est un peu comme comme un tableau de hache, je sais pas, vous voyez ça comme vous voulez, hein. Et ici j'ai récupéré le truc code. Donc imaginons si j'avais récupéré rank Louveteau, donc là j'ai récupéré la valeur qui se trouve ici, et dans la valeur qui se trouve ici, je dis récupérer code. Donc j'enregistre, hop, S5. Ah, Louveteau. À skip, j'ai foiré un truc. Ah oui, il manque de points, ouais. Qu'est-ce que je fous? F5. Donc vous voyez, la console c'est super utile parce que vous avez même des belles erreurs. Ajouter. J'ai zappé un plus, moi. Donc vous voyez, ici j'ai encore oublié le plus, du coup ça écrase les valeurs, j'enregistre, F5. Donc ici ça... Donc, dit Chang. C'est plutôt l'inverse du coup. Ouais, donc Chang ça a pris les trois premières lettres. Prénom. Donc vous voyez, le I s'est transformé automatiquement en... Enfin, les lettres qui manquaient se transforment automatiquement en X. Regarde, on peut même s'éclater à faire un genre de code de référence plus compliqué. Par contre, il m'a pas pris mon bear, ça c'est bizarre. Je sais pas, j'ai rien en tête. Pourquoi est-ce qu'il aurait pas pris?
voyez, il y a plein de syntaxes possibles en... Ah, j'ai oublié, j'ai pas fini de taper mon truc. Bah, tout à l'heure, on a récupéré... Donc là, du coup, j'aurais pu stocker dans une variable l'année de naissance, mais... On s'en fout, copier-coller. Boum. Apple Children. Oh, c'est chiant ce truc. Je sais pas, tant pis. 5. Prénom Trololo 10,050, code sexe bon 2019. Donc si on voit date de l'année de naissance, le code qui correspond à Louveteau. Donc par exemple, si j'ai mis Bombardier, bah, ça aurait fait BMP 2019. Vous voyez, je pense que c'est facile à comprendre. Je vais juste checker vos PDF. Bah, là, j'ai expliqué comment récupérer des valeurs, faire des calculs très facilement. Donc, à mon sens, vous êtes en état de pouvoir faire des formulaires. Peut-être des petits trucs en plus. Un truc débile que vous pourriez faire pour passer le temps. Donc là, quand j'ai stocké une variable, j'ai l'appelé deg 0. Et on va dire qu'à la fin de l'ajout, on fait deg plus égal 180, enfin 360 plutôt. Ou alors on aurait pu écrire en radian, mais j'ai la flemme. Et on va dire par exemple document .body. Donc là c'est juste pour récupérer la base body. Si vous voulez modifier le CSS d'une balise en JavaScript, vous faites juste style. Donc par exemple si à l'examen on vous demande de faire apparaître et disparaître des trucs, vous pouvez travailler avec le display par exemple. Après il faut garder une certaine logique. Là je vais faire une transformation. Par exemple si vous auriez voulu modifier la couleur de fond, vous avez background. Et si vous voulez modifier background color, vous n'avez pas par exemple background color comme ça. Là vous auriez tapé background color, donc avec une majuscule la color. Moi ce que j'ai dit, ce que je vais faire c'est une transformation. Et je vais dire que ça fait une rotation. Rotate. J'adore les rotations. Donc ça fait deg plus deg. Ça c'est juste pour l'unité. Point virgule. Donc là du point de technique, si j'appuie sur ajouter, ça fait rien du tout. Parce qu'il n'y a pas d'animation ni rien. Mais si on regarde ici, j'ai déjà fait une rotation de 1080 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est dans mon body, je vais dire que dans les transformations, on fait une transition à chaque fois d'1 seconde. Une seconde pour faire 360 degrés, ça me semble tout à fait correct. Donc j'appuie sur ajouter, boum, ça tourne, boum, ça tourne, boum, ça tourne, boum, merde, boum, ça tourne. Après, vous savez faire des calculs, faire des trucs plus chelous. Par exemple, ici, quand je passe le curseur pour passer du blanc au bleu, ça le fait instantanément. Bah, si j'avais voulu, j'aurais pu dire que dessus, on fait une transition. Merde. Transition. Elle dure 0,4 secondes. Et par exemple, je peux faire en sorte que même la durée de la transition, elle change en fonction du contexte. Donc par exemple, si je vais faire une transition très courte, je vais faire 1,2 secondes. Donc je passe mon curseur dessus, ça devient vide blanc. Mais quand je retire le curseur, ça va prendre 1,2 secondes pour reprendre l'autre couleur. Et je peux aussi faire des transformations dessus. Donc là, je vais pas me dire transform. On va modifier la taille par exemple. On va augmenter la taille à 0,2. Si je passe le curseur dessus, vous voyez, il y a l'animation qui diffère un peu. On va faire un truc légèrement plus joli niveau timing. Donc moi j'aime bien c'est faire une animation assez courte au moment de l'événement. Et quand on retire, ça prend un peu de temps pour se relâcher. Tac, tac, tac. Je sais plus si on peut faire plusieurs...
Donc vous voyez, ici j'ai séparé par un espace pour mettre plusieurs transformations. Donc vous pouvez vous éclater. Oh putain, ça part dans tous les sens. Si vous voulez faire des dégradés en fond, sur quoi je peux faire un dégradé? Donc, si vous voulez faire des dégradés en fond, ça il faut faire linéaire, gradient. Après vous pouvez marquer par exemple tout right pour aller vers la droite, tout top, tout left, tout bottom. Ou si vous voulez taper plus court, vous pouvez taper directement une couleur à atteindre. Et je sais plus, par défaut ça le fait dans quelle direction. Donc ici ça par défaut ça fait de haut en bas. Donc là j'ai dit de blanc à noir et vous voyez ça fait un dégradé très facilement. Bon bah je pense avoir fait un gros tour rapide du JavaScript et du CSS suffisant pour votre examen. Peut-être le body, ce qu'on aurait pu faire, vous voyez ici, si je zoome et dézoome, on a toujours un truc qui s'étire. Ce qu'on aurait pu faire, c'est ou donner une taille par défaut, donc on peut width 600 pixels. Donc là ça va le caler à gauche. Donc, vous voyez si c'est calé à gauche, c'est pas forcément agréable. Donc là je peux mettre une marge automatique. Donc je vais pas me dire la marge en haut, 64 pixels pour déconner. Et de gauche à droite, c'est automatique. Donc vous voyez par défaut, là le truc il va être aligné au centre. Mais par exemple, si vous voulez faire un truc sur mobile, ça c'est pas cool parce que quand vous avez un petit écran, vous avez les barres de scroll. Donc là par exemple, je vais dire que la largeur maximum c'est 160, c'est 600 pixels. Donc si je zoome, là vous voyez, ça s'adapte encore un tout petit peu. Et puis ça s'est étiré, mais après 600 pixels, ça bloque. Donc, par exemple, je vais mettre 800, j'enregistre, F5. Vous voyez là c'est limité à 800 pixels, mais si je rezoome, on voit que ça se remet à coller parce que c'est le maximum de la largeur. Bon bah j'espère que mon petit tuto va vous servir. J'ai quand même expliqué pas mal de trucs sympas. Donc bah si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Salut, bisous.